Je voudrais saluer l'assistance et avec un mot respectueux à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Ministre. Et d'entrée de jeu, je précise que la présentation aurait dû être faite par Monsieur Fridolin Kassochi, mais à cause d'un agenda subitement chargé, il n'a pas pu se joindre à nous et il m'a demandé de le faire à sa place, pour la simple raison que j'ai participé un tout petit peu à son élaboration. Énergie de développement des infrastructures de base en RDC. Il a schématisé la présentation en 5 points. Les infrastructures, qu'on se mette tous d'accord, c'est quoi? Et vous aurez remarqué qu'on a précisé physique pour essayer d'être en harmonie avec une terminologie de plus en plus développée par les institutions internationales, la Banque mondiale, le PNUD. À quoi ça sert les infrastructures? Quelle est la vision de la RDC en ce qui concerne le développement des infrastructures? Nous allons poser un diagnostic et au courant de l'exposé, vous aurez remarqué qu'on a élargi notre zoom. C'est un diagnostic qui s'étend pratiquement à l'Afrique. Et nous avons dégagé quelques besoins financiers globaux et proposé des recommandations. Alors, les infrastructures, nous entendons par là les voies de communication routières, ferroviaires, fluviolacustres, aériennes, les installations qui sont dédiées à la production et à la distribution de l'eau potable et de l'énergie électrique, les équipements et installations dédiés à l'assainissement des milieux et ce que nous appelons communément les bâtiments publics, donc les installations qui hébergent les services communautaires de base, les écoles, les hôpitaux, les cours et tribunaux, les assemblées provinciales, les gouvernements, etc., etc. Les assemblées provinciales, pardon. Et nous avons ajouté les postes et nouvelles technologies d'information et de la communication, la fibre optique, etc., et les installations d'irrigation. Alors, parlant de l'importance des infrastructures, nous pouvons la situer à 2 niveaux. D'abord, pour l'utilisateur ou le consommateur, et puis pour l'État. Là, nous parlons de l'importance des infrastructures par rapport aux utilisateurs ou par rapport à ceux qui consomment les services des infrastructures. Ça, c'est des choses sur lesquelles je peux me permettre de passer parce que nous sommes tous utilisateurs d'infrastructures. Ça nous assure... il a essayé de présenter ça pour l'eau. Nous qui avons grandi au village, nous savons que quand l'eau coule au robinet, ça vous fait une économie terrible de temps. Et ça améliore la santé. Pour l'électricité, ça facilite les services de santé et d'éducation et les miniers savent à quoi ça sert l'électricité et les industriels aussi. Les voies de communication ou de circulation, ça nous fait gagner du temps. Personne ne veut rouler sur des routes avec des trous pour des raisons de confort. Ça nous permet d'acheminer aisément certains intrants d'Afrique du Sud jusqu'ici, etc. Et très facilement, on peut acheminer des intrants d'Afrique du Sud, d'Europe, jusqu'à Kolwezi. Et ça facilite la productivité. Et aussi, il y a un facteur subjectif lié tout simplement au prestige. Là, pour ceux qui suivent Antenne de France 2, etc., ils parlent des Champs-Élysées comme la plus belle avenue au monde, etc. Quand vous suivrez d'autres chaînes, chacun trouve à dire dans son pays en ce qui concerne les infrastructures. Avec le téléphone aujourd'hui, l'Internet, nous avons un accès très facile à l'information. Et puis, du point de vue des opérateurs économiques, spécialement des miniers, je crois que ça vous permet d'économiser parce que vous avez la possibilité de mener des échanges
commerciaux à distance. Pour l'État, les infrastructures revêtent deux grands aspects d'importance. L'administration du territoire. Je vais prendre un cas extrême qui correspond plus ou moins à notre contexte. Avec de bonnes routes, il est facile de repousser les rebelles parce qu'on peut acheminer rapidement des troupes. Et en même temps, de bonnes infrastructures, si la SNEL n'avait pas à se plaindre, si les miniers n'avaient pas à se plaindre, si nous avions de l'eau, si nous avions de l'électricité, je crois que tout le monde serait content. On serait fier de dire, souriez, vous êtes en RDC parce que tout va bien. Pour l'État, les infrastructures, toutes les infrastructures participent au développement du pays, à créer un climat de sérénité, d'épanouissement, de développement. Et ça lui permet de bien administrer le territoire. Dans le domaine des infrastructures, quelle est la vision de la RDC? Nous sommes allés chercher, là on va retomber probablement dans la problématique des données, des chiffres. Le ministre Kasouechi s'est référé au plan quinquennal qui a été publié par la présidence de la République en 2015, où l'ambition c'est de développer progressivement un système national intégré et multimodal d'infrastructures performant et densifié. En ce qui concerne l'énergie, il est spécifiquement précisé qu'on voudrait construire de nouvelles infrastructures de manière à porter le taux de desserte à 40% en 2021, en incrémentant la production actuelle de 600 MW supplémentaires. Et en ce qui concerne l'eau, on voudrait le porter de 50 à 70, ce qui signifie un accroissement annuel de 3%. Et dans ces deux secteurs, favoriser une forte implication et participation du privé en ramenant sa part à 55% d'ici 2021. En tout cas, c'est ce que nous pouvons lire dans le document Vision de développement de la RDC, plan quinquennal 2017-2018. Je pense que ce que vous attendez le plus de nous, c'est de vous parler de ce que le titre a annoncé, les défis. Alors, pour vous parler de ces défis, nous avons d'abord relevé le fait que il n'y a pas de doute là-dessus, il y a des gros efforts que la RDC a consentis pour résorber son déficit infrastructurel depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Mais en dépit des efforts louables, la pression des besoins demeure énorme comparée aux résultats qui ont été engrangés jusqu'à ce jour. Alors pour faire l'état des lieux, dégager les défis, nous nous sommes dit, certes la situation est difficile pour la RDC, mais elle est aussi difficile pour l'ensemble des pays africains en général, et en particulier les pays de l'Afrique subsaharienne. C'est cet effort-là qu'il a fait, de ne pas seulement faire un zoom sur la RDC, mais d'étaler pour voir un tout petit peu ce qui se passe autour de nous. Et pour étayer ses propos, le ministre Kasouechi s'est référé à son expérience. Il n'a pas été présenté. Je pense que la modération peut m'autoriser d'ouvrir une parenthèse et de ne pas me compter ce temps. Le ministre Kasouechi, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est ingénieur de l'université de Kinshasa. Il a fait la mécanique. Il a œuvré un moment très bref à la SNEL avant de rejoindre la JICAMINE. Il est devenu administrateur directeur technique et peu après ministre provincial ici au Katanga en charge du ministère des Infrastructures.
Et puis il est allé à Kinshasa depuis 2010 jusqu'à décembre 2016, où il a assuré les fonctions de ministre en charge du ministère des Travaux publics. Ça, c'est pour avoir une idée de qui est Fridolin Kasoechi. Et quand on parle de son expérience, je pense que vous comprenez qu'elle est quand même suffisamment riche. Mais il a aussi étayé ses propos en s'inspirant de plusieurs publications, notamment celle du PNUD, qui publie chaque année les indicateurs du développement humain. Et aussi, il y a des publications nombreuses de la Banque mondiale, dont particulièrement l'ouvrage que nous voulons vous recommander, intitulé « Infrastructure africaine, une transformation impérative », qui a été publié conjointement par l'Agence française de développement et la Banque mondiale en 2010. Cet ouvrage fait un diagnostic sans complaisance des infrastructures en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne, et nous l'avons pris comme référence parce qu'il permet à chacun de faire son propre état des lieux et de se situer suffisamment bien. Qu'en est-il alors des constats? Le premier constat que le ministre Kasoechi et moi-même avons établi, c'est qu'il y a un retard considérable des infrastructures par rapport à celles d'autres pays. Je pense que vous qui voyagez beaucoup, vous en savez mieux que nous qui allons à Kongolo, à Musumba, à Musokantanda. Nous avons fait la différence. Il y a un énorme écart de développement d'infrastructures depuis de nombreuses années, mais ce qui est grave, cet écart, ce n'est pas par rapport aux pays développés, mais par rapport à d'autres pays qui sont presque dans les mêmes conditions que nous. Nous allons voir cela en prenant le tableau, où nous avons les unités. Enfin, la première colonne ici, nous avons pris des éléments de référence pour pouvoir comparer la situation du Congo ou de l'Afrique par rapport à la situation d'autres pays à faible revenu, pour ne pas dire sous-développés. La densité des routes, elle est exprimée en kilomètres de route pour 100 km² de terre arable. Comme ça, on exclut les lacs, les rivières, les montagnes, etc. Comme vous pouvez le constater, en Afrique subsaharienne, on a 31, et les autres pays qui sont presque dans les mêmes conditions que l'Afrique subsaharienne, que la RDC, qui sont 131. La densité totale du réseau routier, là vous prenez les routes nationales, les routes provinciales, les routes de desserte agricole, etc. Vous voyez que nous avons 137 en Afrique subsaharienne et ailleurs 210. Nous pouvons voir, c'est un document qui est à votre disposition. Prenons la couverture de l'électricité, 16%, ailleurs 41%. La capacité de production d'électricité, le nombre de mégawatts par million d'habitants, 37, ailleurs 326. L'accès à l'eau, 60 et ailleurs 60. Ça se passe de tout commentaire, c'est que le retard, il est quand même conséquent. Je vous en prie. Le deuxième constat, c'est que les services d'infrastructure en Afrique subsaharienne et au Congo sont déficients, mais chers, plus qu'ailleurs. Là encore, nous allons nous servir d'un tableau. Les tarifs d'électricité. Vous pouvez voir que les chiffres parlent d'eux-mêmes et les chiffres sont universels. Les tarifs de l'alimentation en eau, c'est en dollars par mètre cube. Nous sommes presque au double. Les tarifs de fret routier, 0,4 et là c'est 0,1. Téléphonie mobile, la téléphonie internationale, l'unité de comparaison, c'est la monnaie américaine pour un appel de 3 minutes vers les États-Unis.
Vous allez m'excuser, il y a des erreurs là-bas, des guillemets qui se glissent et des parenthèses qui sont restées dans la machine. Les services Internet par ligne téléphonique, ça c'est l'État. Les services sont déficients, mais les coûts sont élevés. Le deuxième constat qu'on a pu dégager. Le troisième constat, c'est ce qui nous préoccupe, l'énergie. L'énergie, je voudrais lire avec vous parce que c'est intéressant. L'énergie est citée comme l'un des plus grands défis infrastructurels en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne. Pour donner l'image de notre déficit, je prends le deuxième tiré ici. L'Afrique subsaharienne, avec ses 48 pays, nous constituons 800 millions d'habitants. Nous produisons presque la même quantité que l'Espagne, qui n'a que 45 millions d'habitants. D'autres personnes qui sont sévères, quand vous lisez la documentation, ils disent que le déficit, la pénurie en électricité est aussi pénalisant pour les entreprises, aussi pénalisant que la criminalité, que la corruption. Vous voyez comment on réduit ou on aggrave la dangerosité du déficit en électricité. Je vous en prie. Le quatrième constat, c'est que les besoins de l'Afrique en matière de dépenses d'infrastructures, évalués en milliards de dollars, comme vous pouvez le remarquer, c'est énorme. Énorme, énorme. Rien que pour les technologies de l'information, les dépenses d'investissement, 7 milliards, les dépenses d'exploitation et de maintenance, 2 milliards, pour les secteurs de transport, 8,8 milliards, et vous aurez remarqué que le gros revient à l'électricité. Près de 27 milliards. Si on devrait satisfaire la demande. Et je crois que l'avantage de ces chiffres, c'est qu'ils sont consolidés aussi par des institutions financières crédibles. Le cinquième défi, c'est le défi posé par les infrastructures en fonction des types de pays. La Banque mondiale a catégorisé les pays. Il y a une typologie, pays à revenus intermédiaires. Je ne vais pas dire quels sont les critères là-dedans. Je reviendrai en ce qui nous concerne aux pays fragiles. Les pays en ressources, riches en ressources, qui dépendent beaucoup plus des substances minérales et du pétrole, le Nigeria, la Zambie. Les pays fragiles, c'est la RDC, la Côte d'Ivoire et même le Soudan. Et puis les pays à faible revenu, l'Ouganda, le Sénégal. Alors les pays fragiles, c'est quoi? C'est les pays qui ont des faibles revenus, confrontés à des défis de développement particulièrement sérieux, tels qu'une mauvaise gouvernance, une capacité administrative limitée, la violence ou les suites d'un conflit. En Afrique subsaharienne, il y a 14 pays qui tombent dans cette catégorie, dont la RDC. Vous comprendrez que pour des raisons d'élégance et de respect, qu'on ne cite pas les autres. Parlons de nous-mêmes et évitons autant que faire se peut de parler des absents. C'est dans les États fragiles que l'envergure des défis en matière d'infrastructure est de loin la plus grande. En prenant le cas de la RDC, près de 50% du parc de nos infrastructures sont à réhabiliter. Pour construire un parc infrastructurel solide, le reconstruire, il faudrait affecter 37% de notre PIB. Et vous comprenez ce que ça signifie. Il n'en restera plus pour autre chose. Et comme tout le monde le sait, nous souffrons à cause du fait que nous sommes un pays fragile. Donc on nous a dit là-bas, il ne faut pas aller, il y a la guerre, il y a ceci, on gère mal, il y a la corruption et tout. Les gens ne veulent pas venir investir chez nous.
Et nous sommes caractérisés par une tare, un sous-investissement dans l'entretien du patrimoine. Je pense que son Excellence, Monsieur le ministre, l'a dit, M. Eric Mbala l'a dit, M. Max Munga est revenu là-dessus. Le sixième constat, le financement d'une part importante des infrastructures africaines par les ressources nationales. Nous avons exploré avec quel argent les pays africains financent la construction ou la réhabilitation de leurs infrastructures et nous avons constaté que dans la majeure partie des cas, c'est avec l'argent public de ces pays, à l'exception des États fragiles comme la RDC, où le financement est fait à partir de prêts ou des dons concessionnels. Ça, c'est un défi parce que les autres ont quand même un peu d'argent qu'ils affectent à la construction ou à la réhabilitation de leur parc d'infrastructures. Mais nous qui sommes dans la catégorie des États fragiles, nous devons tendre la main. Et vous savez d'où vient l'argent, c'est la Chine, c'est la Banque mondiale, c'est la BAD, et dans une moindre mesure, les recettes propres de l'État. Le septième constat, celui-là, nous l'avons tiré de la documentation de la Banque mondiale qui a chiffré à 31 milliards par an le déficit. Si nous voulons améliorer nos infrastructures, il faut en Afrique subsaharienne investir 31 milliards de dollars par an pendant 2 décennies pour espérer rattraper les standards de l'île Maurice, qui est cité comme l'un des pays modèles vers lequel nous devons tendre, parce que parler des pays développés, c'est déjà se mettre une grosse corde au cou. Mais il y a un élément important qu'on a relevé, c'est que si nous améliorons l'efficacité des projets, nous pouvons économiser en Afrique subsaharienne chaque année 17 milliards. À ce moment-là, il nous faudra dépenser simplement 14 milliards. Mais économiser comment? Je pense que les présentateurs de tout à l'heure m'ont facilité la tâche. Quand on parle du projet Inga, on dit voilà, maintenant il y a la sédimentation, et on dit voilà, c'est parce que le P2 n'a pas été mis en chantier, parce que Maluku n'a pas démarré. Tous les projets qui étaient alignés pour être alimentés par Inga n'ont pas été développés. Quand M. Munga, je pense qu'il a parlé aussi d'un élément dans ce sens-là, il a demandé qu'on fasse une étude globale. C'est parce qu'on développe un projet, et puis on se rend compte qu'on n'a pas tenu de tels paramètres, on n'a pas tenu compte de tels paramètres, etc. Les journalistes, certains analystes appellent ça des éléphants blancs. Un défaut de planification, le manque d'études de faisabilité, le manque de rigueur dans les procédures de passation de marché. On donne un marché à un entrepreneur, on se rend compte qu'il est défaillant. Entre-temps, il a déjà consommé de l'argent, il a bouffé du temps. Alors si nous mettons un peu de rigueur en réduisant ces inefficacités-là des projets, nous pouvons facilement économiser 17 milliards de dollars chaque année. Le huitième constat, c'est la difficulté de financer les infrastructures par la mise en concession des routes. Enfin, des routes, voilà, comme je l'ai dit. Et là, vous pouvez noter que pour l'Afrique subsaharienne, le réseau classifié ne comporte que 1% des routes à péage, seulement, dont la majeure partie, d'ailleurs, 60% de ces routes se retrouvent en Afrique du Sud. Mais toutes ces routes-là, à péage, ne récoltent que 1,6 milliard, alors que les besoins sont de loin énormes. Et toutes nos routes, pratiquement, n'atteignent pas le niveau minimum nécessaire à garantir la rentabilité. Il faut compter au moins 15 000 passages de véhicules pour qu'une route à péage
atteignent le seuil minimum de rentabilité. Sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa, nous avons 220 tracts à l'aller dans un sens, 230 dans l'autre sens. Les véhicules privés, c'est à peine 6-7 000. Donc on est loin de pouvoir. Et là, c'est encore un exemple qui illustre la non-nécessité de pouvoir développer des projets, entre guillemets, qui seraient des projets de prestige. Construire une autoroute entre Lubumbashi et Kasumbalesa, ça peut devenir, si on est rigoureux, comme un simple projet de prestige. Parce qu'on est loin d'avoir 15 000 véhicules de passage par jour. Il y a eu des exemples en Afrique où les gens ont mis en concession des unités de production d'électricité et d'eau, mais à cause de la difficulté que M. Eric Mal a relevée, vous produisez, mais vous vendez à moins cher, les gens ne peuvent pas développer de tels projets. Le 9e constat que nous avons établi, c'est qu'il y a une note positive. La croissance en Afrique, la dernière décennie, a été boostée par les performances au niveau des infrastructures. On a atteint une croissance soutenue de l'ordre de 4% à 7% par an à cause de cet effort que les États ont consenti dans l'amélioration de la qualité des infrastructures. Le 10e constat qu'on a fait, c'est que la géographie économique de la RDC est difficile, c'est autant pour l'Afrique, et c'est un défi majeur. Ici, je vais demander au secrétariat de passer, je vais insister là-dessus pour qu'on comprenne un peu la faible densité globale de la population. Au Congo, 36 habitants au kilomètre carré. La surface, c'est 2 345 000 km. Donc nous avons une population disséminée. Si vous devez construire des écoles, des hôpitaux, des routes, si vous devez tisser un réseau d'électrification rurale, il faut aller chercher case par case. Les gens sont... C'est compliqué. Donc ça, c'est une grande contrainte. La dissémination, la faible densité. Il y a l'autre contrainte, c'est le faible taux d'urbanisation. L'urbanisation, c'est-à-dire les villes se construisent, doivent être construites. Pas ces générations spontanées là où bon, les avenues sont délimitées par les parcelles. Les avenues ne sont pas construites. Les gens construisent les maisons et chacun a construit. Et vous voyez qu'entre les maisons, il y a un espace vide qu'on appelle avenue. Ça, c'est un défaut d'urbanisation. Faible densité en zone urbaine. Nous avons du plaisir à avoir des grandes parcelles. Mais prenez 1 kilomètre et chacun a une parcelle de 50 sur 50. Donc, avec 20 personnes, vous avez 1 kilomètre de route qui vous coûte $1 million. Alors qu'ailleurs, la densité est tellement élevée que vous avez un bâtiment de 40 étages. Ces messieurs-là utilisent une voirie de 1 km. À 40 étages, vous avez, je ne sais pas moi, si à chaque niveau vous avez 100 personnes, comptez les nombres. Donc, vous faites une économie d'échelle terrible. Mais nous, on aime des grandes parcelles, alors que cela pose d'énormes problèmes à l'État. On ne bénéficie pas de fortes économies d'échelle d'infrastructures. Et ça, c'est un défi. Nous devons repenser notre schéma d'urbanisation des villes. La croissance urbaine est relativement rapide. C'est-à-dire, quand vous combinez les deux, nous venons nombreux habiter en ville, nous désirons avoir un confort élevé, des grandes parcelles, mais en même temps, nous n'avons pas les moyens de pouvoir urbaniser nos cités urbaines. La fragmentation des réseaux ferroviaires, enfin des réseaux d'infrastructures, vous avez Lubumbashi avec des belles avenues, vous avez Likassis, il y a 120 km. Si vous voulez avoir de bonnes routes, il faut aller à Kamina, 600 km. Il faut aller à... Vous avez des îlots
d'infrastructures qui ne sont peut-être même pas connectés les uns aux autres. Les corridors que nous avons sont tous orientés vers la mer. Toutes nos bonnes routes, c'est Durban, Walvis Bay, Dar es Salaam, Lobito, que sais-je encore. Je ne vais pas parler du dernier point ici, la sous-tarification. M. Mbala en a parlé avec éloquence. Vous produisez à plus cher, vous vendez à moins cher. Monsieur Max Munga a dit que les tarifs sont bridés. C'est des termes synonymes qui signifient tout simplement comment allez-vous construire des infrastructures lorsque vous-même, vous imposez des pertes. J'ai parlé aussi des réseaux de fibres optiques qui sont incomplets alors que c'est une opportunité. Une fois que vous avez la fibre optique, vous êtes connecté à tout le monde. Mais sans ça, nous sommes obligés de nous contenter des connexions par satellite qui coûtent énormément cher. L'hydrographie et l'hydrologie, elle est bonne, elle est mauvaise. Pour celui qui construit les routes, trop de pluie, c'est mauvais. Pour celui qui veut produire l'électricité, trop de pluie, c'est bon. Bon. Ça dépend de qui veut quoi. L'hydrographie, pour celui qui veut construire les routes, c'est dangereux. La moyenne des ponts au Congo, c'est un pont tous les 15 km. Mais quand vous allez vers le sud, si on fait des ponts, c'est parce qu'il y a des creux, ce n'est pas parce qu'il y a des rivières. Donc ça fait quand même une différence. Et puis la représentativité et la solidité des entreprises locales de construction et de fourniture d'infrastructures. Vous voulez construire une centrale. Combien d'entrepreneurs vous avez au Congo? Vous êtes obligé de faire des appels d'offres à caractère international, c'est bien, c'est la mondialisation, mais ça vous coûte ce que ça vous coûte. Le 11e constat, c'est les réformes institutionnelles. Je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus. Je crois qu'on a parlé de la loi, etc. Vous savez, quand vous comptez le nombre de temps ou d'années qui s'est passé entre la promulgation de la loi sur l'électricité, ne parlons que de ce qui nous concerne jusque maintenant, où les réformes sont lentes à être, traînent à être mises en œuvre, en application, où elles sont décrétées sans pouvoir être appliquées. Alors on se retrouve parfois avec des situations où vous avez des infrastructures de bonne qualité. Je vais donner cet exemple-là. De Durban à Kolwezi, si on supprime toutes les barrières, les véhicules peuvent afficher une vitesse moyenne d'à peu près 60 km à l'heure. Mais parce que vos véhicules passent 5 jours à Kasumbalesa, ils passent autant de jours, je ne sais plus à quelle frontière, la vitesse moyenne tombe de 60 à peu près 10 km par heure. Et ce ralentissement du trafic a des conséquences sur la relance économique. Donc les réformes que nous sommes en train de développer, guichet unique, qui devrait améliorer la productivité, malheureusement se retrouvent comme des goulots d'étranglement. Alors j'ai parlé des défis au nombre de 11. Je sais que dans la salle, il y a plus intelligent que le ministre Kaswechi. Il y en aura d'autres. Ici, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, les besoins globaux. J'ai dit, oui, s'il vous plaît, qu'on avait besoin de 31 milliards par an. Et au Congo, on peut se contenter d'un besoin de 1,5 milliard à 2 milliards par an pendant 2 décennies pour essayer de remonter la pente. Quand nous parlons d'infrastructures, souvenez-vous de ce que j'ai dit avant, c'est les aéroports, c'est nos ports, c'est le chemin de fer, c'est nos routes, c'est l'Internet, c'est tout ça mis ensemble, c'est nos bâtiments, nos écoles de santé, tout ça mis ensemble. Si nous consentons 1,5 milliard pendant 20 ans, nous pouvons espérer rattraper l'île Maurice, nous pouvons espérer rattraper la République de Corée. Alors, j'ai donné quelques indications, ce n'est pas nécessaire, on peut passer. C'est des idées sur le coût de réhabilitation, de construction ou de génération de puissance électrique, etc. On peut y aller.
L'eau potable, c'est pareil, oui. Que faire? Il y a des recommandations que nous avons faites. Je voudrais insister sur quelques-unes, parce que le document, je pense qu'il est accessible à tous. Nous voudrions insister sur la nécessité de s'attaquer en priorité absolue à l'écart d'efficacité des infrastructures. Je pense que M. Munga a bien parlé. Il faut des études et une analyse globale, c'est-à-dire intégrée. Qu'un projet ne soit pas comme un îlot, mais qu'il soit comme un nœud dans une toile d'araignée. De sorte que on profite des facteurs d'échelle et des apports des uns et des autres. Ils sont nombreux les projets qu'on appelle ici les éléphants blancs. On a construit, on a constaté que bon, on n'a pas d'alimentation, on ferme l'usine. On a construit ceci, ce n'est pas au bon endroit, on ferme. On a fait cela, ce n'était pas le moment. On a construit, la population n'avait pas été avisée, elle n'a pas adhéré. C'est tout ça. Parfois, je suis surpris, mais je préfère en parler. Non, le projet de Katende, quand vous lisez le livre du professeur Mabi Moulumba qui décrit un peu pourquoi le projet Katende a été retardé, c'est pour des raisons socioculturelles. Parce qu'on n'a pas expliqué aux uns et aux autres l'intérêt de développer ce projet. Alors, si vous allez là-bas, non, ceux de cette contrée vont dire que ici la rivière s'appelle comme ça, il faut que le projet s'appelle Kaozi. Non, non, ici la rivière s'appelle Sumba, il faut la baptiser. Des susceptibilités comme ça qui font perdre du temps. L'autre élément, c'est l'une des inefficacités flagrantes et l'incapacité à assurer l'entretien des actifs infrastructurels. Je pense que la SNEL l'a dit. Monsieur Max Munga est revenu là-dessus. Son Excellence, Monsieur le Ministre, l'a dit. L'entretien doit être considéré comme un investissement dans la préservation des actifs. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Vous construisez une infrastructure, vous ne l'entretenez pas, et vous aurez déjà noté que les bailleurs de fonds refusent d'investir dans les réhabilitations, dans la maintenance. Ils préfèrent vous donner de l'argent pour construire. Alors, comme vous n'avez pas assuré la maintenance et l'entretien, vous allez devoir revenir avec des montants de réhabilitation qui dépassent parfois le cumul de l'entretien pour la période considérée. Donc, sécuriser les fonds pour la préservation des actifs, c'est aussi investir. S'il vous plaît. Je voudrais passer, oui. Le dernier élément sur lequel je voudrais revenir, c'est combler l'écart de financement. On a parlé de 31 milliards, ça se tient. On peut recourir aux bailleurs de fonds traditionnels, membres de l'OCDE, ou à la Chine, à l'Inde, qui ne sont pas membres de l'OCDE et qui ont manifesté un très grand intérêt pour l'Afrique. Mais vous avez constaté avec moi que quand on parle des projets, il y a deux graves tares qui nous poursuivent. Premièrement, si vous sollicitez toutes les plateformes de financement, vous allez voir des pays, je ne vais pas dire des petits pays, mais vous allez voir des pays tels que le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, qui savent facilement aligner une centaine de projets. Et le Grand Congo, grand pays au cœur de l'Afrique, 0 projet. Ça, ça ne peut pas... Il y a de l'argent qui flotte dans l'air. Les autres savent capturer cet argent. Et nous, faute d'élaboration des projets, nous sommes en train de crier sur un déficit alors qu'il y a des moyens de pouvoir le résorber. L'autre élément, c'est qu'il y a toujours un gap de temps entre le moment où on décide de nous assister, l'engagement, et le moment où on vous donne, où on décaisse effectivement l'argent. Parfois, on décaisse au moment où la situation sur le terrain a tellement évolué qu'en fait, vous êtes en train de financer
un projet dont la formulation est déjà dépassée par les événements. Ça, c'est une autre source d'inefficacité. Vous allez construire des écoles. Nous sommes en 2017, il y a 1 million d'enfants à scolariser. Vous faites les projets, l'argent vient en 2021, alors que vous avez 3 millions d'enfants à scolariser, ça devient autre chose. Je voudrais terminer, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à ajouter. Le dernier point, monsieur... Non, pas celui-là. Non. Avant, oui, ça. Monsieur Eric Mbala l'a dit, je le reformule autrement. Nous sommes en train, en fait, de gaspiller les richesses que Dieu nous donne. L'eau tombe, l'eau coule, l'eau s'infiltre. On ne produit pas de l'électricité. On conjugue tous les verbes qu'on veut, mais c'est un gaspillage. Nous devons rationaliser la gestion des ressources en eau. Je vais donner un exemple. Nous parlons de l'eau pour l'électricité, mais on a de l'eau, l'Afrique, enfin, le Congo a 50% d'eau douce de l'Afrique. 50% d'eau douce. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Avec ce volume d'eau, nous pouvons facilement irriguer 4 millions d'hectares. Mais on irrigue à peine 2000 hectares. Cette eau-là, elle part. Je suis content que M. Eric dise, mais c'était une solution. Pomper l'eau qui coule d'un barrage pour la remonter et réalimenter les bassins. Ça, c'est une des solutions. Vous avez dit qu'il faut rêver. Ce n'est pas un rêve. Maintenant qu'on a de l'eau qui tombe, c'est un rêve. Parce qu'elle tombe du ciel gratuitement. Le jour qu'elle va cesser de tomber, vous verrez que ce sera une solution très efficace. Et l'autre élément, c'est que nous devons rationaliser notre modèle de consommation d'électricité. Partout où il y a des villages à côté des centrales électriques, que ce soit à Mwadingusha, à Koni, à Nseke, je n'ai jamais été à Inga, mais je doute fort que ça soit différent. Vous allez voir que le conditionnement humain n'est pas influencé par la proximité de l'électricité. L'électricité se limite à améliorer notre confort. On regarde la télé, on boit de l'eau fraîche si on n'a pas de la bière. En dehors de ça, personne ne pense à ériger un atelier, personne ne pense à mettre en place un moulin. C'est le confort strict en point entrée. Ce modèle de consommation d'électricité fait que nous avons des possibilités, mais comme nous ne les utilisons pas, les catholiques diraient que nous sommes en train de pécher par omission. Vous devez vous développer, vous refusez de vous développer, tout simplement parce que vous ne faites pas un bon usage des biens, de l'électricité et de l'eau que vous avez. Je voudrais ajouter aussi autre chose, c'est de vous demander pardon si je n'ai pas parlé comme le ministre Kaswechi. Comprenez que Kaswechi, c'est Kaswechi, Kaozi, c'est Kaozi. Donc j'ai mes limites, j'ai essayé de rendre au mieux sa pensée et je vous remercie. Je fais gagner du temps.